Ces pages que vous avez écrites sur la prison sont, je crois, les plus belles pages qu'on ait probablement jamais écrites sur la prison. Je voudrais vous demander quelque chose de très exceptionnel. Est-ce que vous pourriez, dans cette cellule, en lire un passage? Oui, je vais essayer. La prison, c'est d'abord une odeur. Quelque chose d'invraisemblable pour les olfactifs délicats. Un mélange. Rats crevés, pisse de chat, moisissures, merdes diverses, pieds douteux. Pendant des mois, des années, il faut se le respirer, le doux parfum. On n'arrive jamais à s'y habituer. On ouvre la fenêtre, on passe le nez entre les barreaux, on aspire profondément. La liberté est à 20 mètres. On prend une lampée d'avenir et après, il faut bien s'arracher, se remettre à tourner comme la panthère noire du zoo, se replonger dans le caca du châtiment. L'hiver, surtout quand on rentre le soir du palais de justice, abruti de fatigue, ça vous fait tout de même une drôle d'impression, ce hangar éclairé par de faibles lampes jaunâtres. Cette espèce de paquebot mort qui sent la pissotière. Ce froid. C'est aussi, je n'oublie pas, la prison des gueules. Des tas de gueules qui sont rassemblées là en vrac, comme dans l'antichambre de l'enfer. Des tronches de malédiction qui viennent de la nuit des temps. Qu'on ne croyait plus que c'était possible en plein XXe siècle aux abords de la ville lumière. Gueules rasées au couteau de cuisine, gueules de sournois, d'assassins blêmes, d'étrangleurs à la petite semaine. Gueules en lame de scie, en lame de couteau, gueules en lambeaux des quatre coins du monde, gueules sans yeux, sans dents, sans patrie, gueules d'ivrognes privés de pictons, de tueurs aux aguets, de traqués, de torturés, triturés par le remords d'avoir loupé la rentière. Mais ces tronches dont vous parlez, ces gueules dont vous parlez, je veux dire, il y a une... On a l'impression que c'est pire que le reste. Je veux dire que c'est finalement l'enfer en prison, c'est les autres. C'est pas forcément... J'ai été dans une cellule avec un type qui avait tué une bonne femme, il avait coupé en morceaux, qui avait mis ça dans une malle et qui l'avait porté à la gare Saint-Lazare. Bon, il avait l'air, celui-là, d'un brave petit, mais enfin, c'est assez étonnant quand même. Vous vivez des mois avec un mec comme ça. C'est une expérience. On ne fait pas ça tous les jours. Au début, je suis dans une cellule avec un pianiste allemand qui, lui, a volé, a joué, etc., qui est un personnage qui a... Pathétique. Un peu pathétique et qui est foutu, quoi. Et il est là enfermé avec un énorme bonhomme qui était au Gabon et qui, un jour, a tué un noir à coups de poing. Alors donc, il est meurtrier. Et alors, ce qui se passe toujours dans ces endroits, c'est les confrontations de gens qui sont totalement différents. Il y a perpétuellement un dialogue de sourds. Si vous êtes dans une cellule, vous êtes trois macros, ils ont le même langage. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui viennent d'origines différentes, de mentalités différentes, alors vous avez ces confrontations qui créent une espèce de comique. Non, mais dans le cas précis, c'était une confrontation terrifiante. Ah, c'était une confrontation terrifiante parce que le mec se levait, il pétait, il disait c'est la 9e symphonie de Beethoven. Alors, naturellement, l'autre souffrait rien qu'à entendre une chose pareille. Et c'était une énorme armoire à glace, velue et tout, il n'osait rien dire, mon chleu, là, il était dans son coin. Hein. C'était un type qui était anti-nazi, qui avait été pendant la guerre je ne sais plus quoi, en Suède, enfin rien. Un homme très cultivé. Et... Alors, ce qui se passait, c'est que quelquefois, on rencontre des gens de toutes sortes. Je veux dire, je ne l'ai pas connu en prison, mais par exemple, il m'a connu après, j'aurais pu être en prison avec Pouillon. Alors, si vous êtes dans une cellule avec Fernand Pouillon, le temps a passé d'une façon admirable. Mais si vous êtes avec le Gabonais qui pète, ou il y en a d'autres. Alors, j'avais aussi, je racontais dans la cerise, le mec qui s'installe sur la paillasse et puis qui fait le chauffeur d'autobus. Et toute la journée, il est là avec son volant. Et alors il vire, il engueule des gens imaginaires, il met son frein, il se lève pour le casse-dalle, il repart, il fait ça toute la journée. Alors on regardait avec l'autre mec, on dit qu'est-ce qu'il est fondu ce type, il n'y avait rien à en tirer. Alors on ne pouvait pas savoir si c'était un vrai fou ou si c'était un type qui battait les dingues, parce que battre les dingues, ça veut dire mimer le fou pour avoir une atténuation
de sa peine, ou bien se retrouver carrément dans un asile d'aliénés, ce qui vaut mieux pour certains assassins que la guillotine. En ce temps-là, il y avait la guillotine. En face de la prison de Fresnes, dans ce célèbre estaminet, nous avons rencontré un compagnon de cellule d'Alphonse, Monsieur X, qui s'est bien réinséré, comme on dit. Comment est-ce que vous l'avez vu arriver pour la première fois? Ben, il sortait du mitard. Il sortait du mitard. On nous a foutus dans une cellule ensemble. Enfin, il est venu dans cette cellule, il sortait du mitard. Vous savez, à l'époque, on y allait assez facilement. Par exemple, si on vous trouvait avec un bout de journal, on n'avait pas le droit d'avoir de journaux, boum, allez hop, mitard. On vous trouvait, j'avais une lettre que j'ai essayé de passer. J'ai été piqué, balancé par un mec qui était dans ma cellule, et puis j'ai plongé au mitard pour 15 jours à cause de cette lettre que j'essayais de faire sortir. Il écrivait déjà à l'époque, hein, et je me souviens, je fabriquais, avec des boîtes de lait concentré, je fabriquais des loubardes, des lampes à huile assez géniales, et je pouvais lire toute la nuit ce qu'il écrivait dans la journée. De tout temps, ça a griffonné dans les prisons, parce que dès que des gens sont tout seuls comme ça, et s'ils ont un tant soit peu de savoir écrire, enfin, même cours élémentaire, ils écrivent des poèmes, ils écrivent leurs histoires, ils écrivent beaucoup. Et Alphonse écrit, il a le temps. Alphonse est enfermé à Fresnes depuis 3 ans. Tuberculeux, affaibli, mais toujours porté par l'envie d'écrire. Qu'écrivait-il, Alphonse? Cela intriguait ses gardiens, comme il est indiqué dans son dossier de détenu. Dossier retrouvé par le directeur de l'administration pénitentiaire de l'Île-de-France, M. Hubert Bonaldi. Lorsqu'il est arrivé au Centre national d'orientation, il a été dit que son aspect physique était très grand, pâle, teint du malade qu'il est ou qu'il a été. On le retient d'ailleurs pour un établissement pour soins, et notamment à Liancourt. On y ajoute un maigrissement. Alors par contre, sur les aspects intellectuels, on le considère intelligent. Écrit des romans. Et on trouve enfin, dans la conduite à prévoir, bonne conduite, avenir difficile à appréhender. Mais cette fois, l'écriture ne va pas lui réussir. Mes premières armes de plume étaient les suivantes, c'est que j'avais écrit des livres considérés à l'époque comme porno. Ça se vendait avec une couverture, avec une pin-up dessus, et puis il y avait des petites histoires légères. Extrait de prison, il est amené à la 10e chambre correctionnelle. Et après, moi, on me condamnait à 2 mois de prison ferme pour cette histoire de bouquin. Alors, il était dit dans les attendus que j'avais écrit, alors là, c'est la première critique littéraire qui va arriver. J'avais écrit ce livre dans un but de lucre facile pour exciter les plus bas instincts des lecteurs, etc., etc. Donc, 2 mois ferme, et je les ai faits. Je suis donc un martyr de la cause. Alors, je me suis dit quand même, j'ai vu mon avocat, là, le Lubari, dont je parle dans la série, je lui ai dit, c'est pas possible. Il m'a dit, effectivement, il faut qu'on fasse appel. Alors, j'étais parti ensuite en sanat pénitentiaire à Liancourt. Un beau jour, on m'a véhiculé, on m'a ramené pour passer devant la 10 d'appel, avec toujours la même histoire. Ici même. Et là, il s'est passé la chose suivante, le procureur s'est levé. Il a dit, effectivement... Alors, on avait dit dans les attendus du premier procès que ce livre qui n'avait aucun intérêt, ni scientifique, ni littéraire, avait été écrit, etc. Alors là, on me juge et on confirme. Mais, nuance, on dit ce livre, qui n'est pas tout à fait dépourvu de qualité littéraire, a néanmoins été écrit, etc. Et boum, on me refile mes 2 mois. Et alors après, en sortant, les gendarmes qui m'accompagnaient me disaient, mais où on peut le trouver, votre livre? Ils avaient été tellement aguichants qu'ils s'étaient dit, tiens, je vais me marrer à lire ça, tu vois. On peut le trouver en librairie, ce livre, maintenant? Ah non, plus du tout. Il a dû être détruit, et puis je tiens pas du tout à le voir figurer dans mes œuvres complètes. Alphonse est envoyé au sanatorium pénitentiaire après plusieurs hémoptysies, c'est-à-dire de terribles vomissements de sang. Il doit bientôt être opéré, et c'est le début de son calvaire hospitalier qu'il raconte dans l'un de ses meilleurs livres. Il écrit « J'entre à l'hosto,
Je traverse la cour. J'ai la tête lourde et encore ce goût fade de sang dans le fond de la gorge. Ben oui, c'était à Bicêtre, ça, en 1952. J'ai commencé un périple assez important dans le circuit des hôpitaux et des sanatoriums de l'assistance publique. Et l'hôpital de ma circonscription, c'était Bicêtre. Alors sur le plan bâti, c'est pas mal, mais à l'intérieur, c'était quelque chose. Ça n'a pas l'air d'une grande modernité. Ben, il y a des bâtiments modernes maintenant, mais enfin, dans ce temps-là, il y avait les vieux d'abord. Autrefois, il y avait eu les bagnards qui partaient, je sais pas où, à Toulon ou à Brest. Enfin, c'était un endroit chargé d'histoire. Et on était dans d'immenses salles. J'étais là en médecine générale parce qu'il n'y avait pas de place pour un phtisique. C'était ça, j'étais en phtisiologie. J'ai commencé mon circuit de camélia, d'homme au camélia. Et après, j'ai été dans différentes autres hostos. Ce qui me frappe le plus quand je lis l'hosto, l'hôpital, c'est que... Bon, c'est une hostobiographie, on a dit. Oui. Ce qui me frappe, c'est que tout ce qui est raconté là-dedans est épouvantable et on rigole du début à la fin. Alors comment c'est possible ça? C'est possible parce qu'on peut avoir un naturel à ça et que je voyais les choses... quelquefois, c'était pas très marrant puisque quand même je suis passé sur le billard, j'ai eu des tas de douleurs, mais je me suis toujours efforcé de voir les choses autour de moi, peut-être avec mon œil habituel, comme ça, un peu ironique, et à les supporter de cette façon. Un exemple, parmi tous ces gens... Bon, ben, il y a l'exemple, beaucoup de gens m'ont parlé, ils ont été frappés dans l'hôpital, il y a le passage où j'étais à l'hôpital Necker, et j'étais dans une petite réserve, une espèce de box, où on me collait tout le temps des mourants. Et je suis resté là 1 mois et demi, et quand un mourant partait, on m'en remettait un autre. Il arrivait, il était dans un état lamentable. Alors, j'ai eu un premier qui avait eu... il y a des types vraiment, c'est épouvantable. Il avait un bras en moins, une jambe en moins. Il disait rien, il râlait que j'ouvre la fenêtre, que je la referme, etc. Et autour de lui, venez le voir, le midi, 2 bonnes femmes qu'on sentait aux aguets de je ne sais quel héritage, et lui murmurait mon porte-monnaie, j'avais ce leitmotiv, mon porte-monnaie. Alors je disais, il y a une vie derrière, moi je pensais à tout ce qui avait pu se passer avant d'en arriver là. Puis alors après, j'ai eu un capitaine de Cosaque, alors lui ça c'était fabuleux, parce que c'était un énorme type. Alors là, c'était en médecine générale, hein, il ne mourait pas de tubardiste, là. Il est mort du cœur, ce Cosaque. Et alors lui, il se levait, on ne disait rien du tout. On ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. Il y a une grosse moustache, c'était Taras Boulba, il était chaud. Il se levait, on avait à ce moment-là, on donnait des chemises à l'administration pénitentiaire. Et il allait comme pour sortir. Bon, je ne fais pas attention. Et paf, il chiait tout debout. Une énorme merde, mais vraiment comme une bouse fabuleuse. Alors je sonnais pour faire venir la chef. La chef était une conne fabuleuse qui nous faisait mettre les pistolets pour pisser tous du côté droit. Et on passait votre pistolet, on l'avait tourné à gauche, tout le monde avait peur. Alors hop, à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Alors bon, on ramenait le pépère, on le nettoyait, on retirait la fiente et rebelote. Alors le lendemain, ça recommençait. Alors moi, dès que je le voyais lever, je sonnais. Je disais, ça va, je ne vais pas courir derrière son cul avec une pelle. Alors tous les autres malades venaient voir la scène. Alors j'ai vu ça. Alors ça, comment voulez-vous le décrire? Vous voyez, vous êtes en train de vous marrer pendant que je vous le dis. C'est pas drôle, il est mort le type. Alors, il s'est levé, boum, il est tombé dans sa mère, il était mort. Alors là, ils l'ont enveloppé. Alors les mecs arrivaient, alors là, il faut voir les gars qui viennent chercher les cadavres. Alors ils nettoient, salut bébert, ils se tapent un coup de rouge. Vraiment, on est dans une grande détente. Mais moi, on me mettait les rideaux, parce que quand il y avait un rideau autour d'un mec, ça voulait dire qu'il était cané. Alors j'étais enfermé avec le mort. Alors je me cassais dans l'hosto. Alors j'avais qu'une hâte, c'était de me barrer de là. Pour aller dans un SANA. SANA, c'était un petit peu mieux. On a l'impression qu'au SANA, il y a 2 choses très importantes, le pinard et Radio Luxembourg. Il y a la radio qui gueule, parce que le mec, dès le matin, il a droit à la radio. Alors à 7h, il ouvre. Et ça se met à gueuler. Et puis alors, évidemment, la course à la vinasse. Alors à l'hosto aussi. J'ai raconté au début de l'hôpital, ça c'est à Cochon, le légionnaire, à l'article de la mort. Alors on le surveillait, on dit bon... La surveillante disait attention, des fois on mettait déjà les 2 planches, il n'y avait plus qu'à foutre les autres. Alors, il retire la planche, le mec, et il se dirige vers un bocal d'alcool
dans lequel on nettoyait les thermomètres. Alors, il y avait le thermomètre de la salle, je passais tous les jours, 2 fois par jour, où je filais le thermomètre, et ils étaient nettoyés là-dedans. Il a retiré les thermomètres, il s'est tout sifflé. Alors j'ai vu ça comme ça. J'étais en train de m'instruire, en train de lire je ne sais quel ouvrage de grande littérature. Merde, dis non. Pac. Puis il est retourné dans son lit, il est mort. Il est mort après, c'est une mort, comme une autre. Voilà. Comme toujours, Alphonse emmagasine les personnages.